Andiela organise son premier événement pour sa marque Milia Matcha, Thibaut InShape nous avoue son vote et Lumic se rejoint pour une deuxième assemblée. Je vous raconte tout ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle émission Mixosotis spéciale influenceur, spéciale internet. Cette semaine, vous allez voir que l'émission va être assez courte, assez rapide finalement, étant donné qu'il ne se passe pas grand chose en ce moment, en cet été 2024, autour de nos influenceurs préférés. J'espère quand même que l'émission sera visionnée et que vous l'apprécierez. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide beaucoup pour me soutenir et soutenir mon travail. Je vous retrouve après le générique pour pas forcément une mise au point parce que j'en ai même pas écrite cette semaine, mais au moins les réels de la semaine. C'est parti, jingle! Pour les réels de la semaine, cette semaine, on a pas mal de petites choses que je voulais mettre en avant. Je pense qu'il y en a même beaucoup plus que le tour de l'influence. Vous allez voir, je vous ai dit, on est sur une émission qui risque d'être assez rapide. Je commence avec Ndiela. Ndiela, je ne sais pas si vous le savez, tient sa marque Milia Matcha, une marque de matcha. Et justement, on va en reparler notamment dans le placement de produits cachés, mais Ndiela a fait beaucoup de bruit cette semaine parce qu'on a appris qu'il y avait encore des sites frauduleux par rapport à sa marque. Des personnes se font passer pour justement l'entreprise Milia Matcha, proposent des produits avec des promotions, des livraisons à prix réduit, etc., ou des stocks sur des produits qui ne sont pas en stock chez Milia Matcha. Ndiela met donc en garde parce qu'une nouvelle sortie est arrivée le jour où vous regardez cette émission, le matcha cerise. Je vous laisse écouter Andy. Ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, on lance le matcha cerise. C'est la première fois qu'on lance un nouveau goût. En plus, c'est en édition limitée pour l'été. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Par contre, on a encore... Bon, il y en a tout le temps. Je pense que parfois, vous ne voyez pas. Mais il y en a tout le temps. Sauf que celui-ci est un petit peu tenace. Encore un faux site. Donc faites très attention parce que j'ai reçu trop de messages de personnes qui se sont fait arnaquer. Et c'est pas notre site. Il n'y a pas de stock. Vous n'allez pas recevoir de matcha. On n'a pas de moins 60% de réduction ou je ne sais pas quoi. Il y a un faux site, faites très attention. On n'en a qu'un seul, le nôtre, miliamatcha.com. Je vous remets le lien. Mais s'il vous plaît, vous faites pas arnaquer parce que après nous on peut rien faire. Vous pouvez rien faire, c'est terrible. Alors je sais que beaucoup de gens pensent que je la déteste et ça va être encore le cas parce que je vais parler d'elle dans mon collaboration cachée. Le truc c'est que en fait je suis totalement outré de voir qu'il y a des gens qui n'ont donc que ça à faire de créer des sites frauduleux pour arnaquer les abonnés de Andy en se faisant passer pour sa marque, etc. Je trouve sincèrement que ça va un petit peu loin et j'envoie tout mon soutien que ça soit à Milia Matcha ou aux personnes qui se sont fait arnaquer. Ma deuxième story de la semaine, enfin du moins mon réel de la semaine, on n'est pas dans MTT People, c'est concernant Océane Amsler. Au moment où je vous parle, elle a lancé 2 flyers concernant sa marque, son entreprise, je ne sais pas, Maison Bagarre. Au moment où je vous parle, on ne sait pas encore exactement ce que c'est parce que je filme cette émission le mardi 9 juillet et non pas le mercredi pour le mercredi, étant donné que j'ai un rendez-vous mercredi, mais ça me regarde totalement. Donc j'essaierai de vous insérer une voix off parce qu'apparemment on en apprendrait plus ce mardi soir. On verra bien ce qu'il en est, je vous laisserai tout simplement me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que sur les flyers en question, on voit donc des cocktails, on voit des menus, etc. Le nom s'appelle Maison Bagarre. Sur le site, on apprend qu'on doit avoir plus de 18 ans pour pouvoir y accéder. Je me demande vraiment de quoi il s'agira. La copine de Darko ne s'est pas sifflée, c'est un réel qui personnellement m'a fait mourir de rire. Je me suis dit qu'on était sur une émission légère cette semaine, donc autant vous partager des contenus qui sont également légers. Je vous laisse regarder ça, je vous avoue que ça m'a fait mourir de rire. Les amis, je viens de découvrir quelque chose, c'est que Camille ne s'est pas sifflée, les amis. Vas-y, essaye. Fais. Foufou. On va s'en arrêter là.
Qui plus est, c'est vrai que je suis aussi content de voir que Darko tient son couple avec cette petite amie, étant donné qu'il me semble qu'il a quand même beaucoup souffert en amour de par sa dernière très longue relation. Je ne le suis plus assidûment, mais il me semble quand même que c'était compliqué pour lui à un certain moment. J'étais choqué de voir ce réel et vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup de comptes à découvrir cette semaine. Donc je me suis dit que j'allais faire une fusion d'un compte à découvrir et d'un réel de la semaine. C'est un réel de Daphné qui nous montre que certains légumes ne vont pas au frigo. Alors personnellement, j'étais pas au courant. J'avais déjà entendu parler du fait que par exemple les tomates n'y allaient pas, mais là j'en ai quand même appris beaucoup plus. Je vous laisse regarder ça et en ces temps de chaleur, je me dis que ça peut être intéressant d'être au courant. Regardez. Ne me dis pas que tu stockes tes tomates et tes concombres au frigo. Est-ce que tu savais que contrairement à ce qu'on pense, tous les légumes ne se conservent pas au frigo? Certains ne résistent pas au froid, s'abîment plus rapidement et ça change même le goût. Voici en quelques secondes où conserver tes légumes. Pour ce qui est des condiments, il vaut mieux les stocker dans un endroit frais et sec. C'est le cas par exemple des oignons, de l'ail ou de l'échalote. Mais sache que c'est aussi le cas pour la cébette ou les jeunes oignons qui se conservent hors du frigo. Tu peux donc les stocker dans un panier dans ta cuisine. Mais il y a quand même une majorité de nos légumes qui se conservent au frais. En fait, il y en a plein qui vont se détériorer plus rapidement s'ils sont stockés à plus de 10 degrés. C'est le cas par exemple des courgettes, des radis, des champignons ou encore des asperges. Mais c'est aussi le cas des choux-fleurs, endives, brocolis, poireaux, carottes et tout ce qui est salade. Même les épinards. En revanche, c'est pas le cas des tomates et des concombres. Le froid va avoir tendance à ramollir les tomates et à faire sécher les concombres. À l'exception des tomates très mûres qui sont elles à mettre au frigo, les tomates et les concombres se conservent à température ambiante. Par contre, on évite de conserver ces concombres à côté des tomates, bananes ou melons parce qu'ils sécrètent de l'éthylène et ça va donner un goût amer aux concombres. Alors vous le punissez et vous le mettez tout seul dans un coin jusqu'à ce que vous le consommiez. Et dites-moi si vous voulez la partie 2 sur les fruits. Abonne-toi pour plus d'astuces. Et évidemment, je vous recommande le compte si jamais il peut vous intéresser. Si vous manquez de temps, Caronola a la solution pour vous. En effet, elle nous raconte un petit peu ses best, j'allais dire ses best have, mais non, ses best courses qu'elle peut faire à Picard. Honnêtement, j'étais pas fan de Picard au début de mon existence, et puis j'ai commencé à découvrir. Et il est vrai que ça peut te sauver la vie si jamais t'as, je sais pas, besoin d'un plat préparé, ou alors de légumes de saison congelés, etc. Picard est une très bonne enseigne. C'est pas du tout un partenariat, je le précise, ni Caro, il me semble, mais j'avais envie de vous mettre ce contenu en avant et peut-être vous donner des idées. Je vous laisse regarder. J'adore parler food cette semaine. Je suis une femme aux journées bien remplies et même si une de mes grandes priorités c'est de manger sainement au quotidien, la vérité c'est qu'il m'arrive régulièrement d'avoir la flemme et j'ai envie dans ces cas-là que mes repas soient vite prêts. J'ai quelques ingrédients qui me sauvent dans mon congélateur sans que ça me coûte une fortune. Je t'ai fait une petite sélection Picard, gain de temps et d'argent. Je regarde aussi la compo pour garder justement ce côté santé. Ce sont mes produits un peu favoris pour l'été, mais je serais bien curieuse de connaître tes petites pépites à toi. Et encore une fois, n'oubliez pas d'aller suivre Caro si vous aimez les conseils food et healthy. Noolito m'a fait mourir de rire cette semaine avec un contenu court qui met en scène une fois de plus sa maman. Alors je tiens à préciser quand même qu'il y a deux écoles par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Noolito utilise vraiment beaucoup trop sa mère pour faire du contenu et il y a d'autres personnes qui trouvent comme moi que c'est quand même assez fun. Moi je pense que sa mère n'a pas un couteau sous la gorge et que si elle aime participer au contenu, c'est qu'elle doit aimer ça, mais c'est vrai que des fois on peut quand même se poser la question. Quoi qu'il en soit, ici elle teste un tapis roulant, c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir de par beaucoup de rire, je vous l'ai dit, émission légère, je vous le mets en avant. J'aimerais bien laisser ton tapis roulant. Ben oui. T'es plus en âge. Hein. Mais c'est pas grave. De quoi? Je te l'allume. On va voir jusqu'à où tu peux décoller. Attends, mais t'es en claquette. Là, c'est dangereux, hein. Monte dessus déjà. Il commence déjà à tourner. Mais non, mais là, c'est à même pas 1 km/h. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il va vite. T'as avalé doucement, mais il faut marcher, hein. Mais comment? Marche. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est exprès, là? Attends. Pas plus vite, n'en fais pas. Mais j'appuie pas, mais là, tu vas tout me casser, là. Et la caméra, lâche la caméra, hein. Elle vaut plus cher que toi, hein. Avance plus vite, t'es loin, là, tu vas tomber derrière. Ah là, avance plus vite. Oui, mais j'appuie pas. Non, mais t'es essoufflé, là? Non. Va continuer, c'est bon, tiens. Tu t'es limé le cul. Mais tu veux me tuer? Non. Carrément. Il n'y a rien à toucher à l'héritage, pourquoi je te tuerais? Je passe directement à la recette de Sleeping Beauty parce que je n'ai pas de conseils de Violette cette semaine. Elle parlait aussi recettes et nutrition, donc je me suis dit que j'allais pas faire une répétition avec Sleeping Beauty qui vous propose un gâteau sans sucre ajouté. Un gâteau qui a l'air absolument délicieux et qui me donne fortement envie. Je vous laisse regarder la vidéo de Marie. Le gâteau de ce week-end sera sans sucre ni beurre ou huile et il sera 100% bio avec des produits Carrefour que vous pouvez retrouver à tout petit prix dans un catalogue de plus de 300 produits bio. La
compote de pommes va remplacer le sucre et apporter beaucoup de moelleux. Et le yaourt à la grecque va donner encore plus de moelleux. Un petit peu de farine. Je vous laisse évidemment la recette avec toutes les quantités en description. Je vais prendre des belles pommes bio de producteurs français. Celles-ci, elles viennent de Provence. J'en ai besoin de 5-6 pour faire un peu comme un invisible. Je les coupe en deux. Ce qui est super important, c'est de faire des tranches très fines. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais tous les jours, vous avez moins 10% sur tous les produits Carrefour Bio avec la carte de fidélité. Avant, je versais l'appareil sur les pommes. Ça change tout de faire comme ça. C'est plus une pomme au gâteau que l'inverse. Mais vous allez voir ce que vous allez voir. On enfourne. Non mais regardez cette beauté. Il est un peu frais, mais on va le goûter quand même. Oh là là, sublime. Regardez toutes ces tranches de pommes. Testons ce gâteau 100% bio. C'est tellement fondant, moelleux. Je vous inscris toute la recette en description. L'actualité d'Hugo Décrypte cette semaine ne parle pas politique pour votre plus grand bonheur, mais des Jeux Olympiques. C'est vrai que les Jeux Olympiques approchent et que personnellement j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça approche à grands pas. Et Hugo Décrypte commence donc à poster du contenu autour de cet événement, les Jeux Olympiques. Ici on apprend un petit peu comment est-ce que tout le monde pourra regarder les Jeux Olympiques diffusés un petit peu sur toutes les plateformes et à la télévision. J'ai trouvé que c'était très intéressant et que c'était pile dans le thème de MTTI. Je vous laisse regarder. Plusieurs milliards de téléspectateurs sont attendus devant leurs écrans pour suivre les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mais alors comment est-ce que l'on partage un tel événement dans le monde entier? On t'explique en collaboration avec Orange, partenaire premium et fournisseur officiel de Paris 2024. Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura lieu sur la scène et non pas dans un stade comme habituellement, ce qui représente un défi de taille pour filmer les milliers d'athlètes qui défileront dans plus de 80 bateaux. Pour y arriver, Orange a mis en place un dispositif inédit. Plus de 200 000 caméras de smartphones embarquées seront installées sur les bateaux pour filmer et compléter tout le dispositif de caméras présente sur les quais. Concrètement, toutes ces images embarquées seront retransmises grâce au réseau Orange en temps réel vers l'International Broadcast Center, une tour de contrôle géante chargée de partager ces images en temps réel dans le monde entier. Et tout ça sera rendu possible grâce aux 1000 techniciens Orange présents sur les sites de compétition et les villages olympiques. Comme chaque semaine, l'analyse de Juliette Cadeau, celle-ci pourrait être intéressante pour tous les créateurs et les créatrices qui me regardent. Comment rendre un post viral? Comment faire en sorte que le post qu'on publie touche la majorité de personnes? Juliette Cadeau vous donne justement une astuce par rapport à ça que j'ai trouvé très intéressante. Je vous laisse regarder. J'ai peut-être une dizaine de posts viraux sur mes réseaux sociaux depuis le début de l'année et ils ont tous quelque chose en commun. C'est que n'importe qui peut les lire, les comprendre et en retirer quelque chose. Et ça, c'est parce qu'ils traitent d'un sujet général, duquel tout le monde peut retirer quelque chose, soit un apprentissage, soit une émotion. Soit je vais apporter mon expertise dedans, donc je vais amener le prisme de la communication ou de l'entrepreneuriat dans le post, mais je le commence de manière très large et après je resserre, soit je décide de ne pas utiliser le prisme de mon expertise pour juste créer de la viralité. Et derrière, ça me permet de me faire découvrir auprès de nouveaux abonnés qui vont me découvrir mon expertise au fur et à mesure des autres posts. Comme vous le voyez et comme vous l'avez compris, je l'espère à travers les mots, Juliette nous explique qu'en fait, elle fait une sorte d'effet entonnoir. C'est-à-dire qu'elle va commencer son contenu par toucher la majorité de personnes et dans ces personnes qui vont rester, elle va commencer un petit peu à resserrer son sujet pour arriver jusqu'à sa ligne directrice de base. Mais ça permet de toucher beaucoup plus de personnes et donc de créer un contenu phénomène, buzz, viral. Bravo Juliette pour tous tes conseils. Encore une fois, je sais qu'elle passera par là et j'adore vraiment pouvoir me renseigner sur tout simplement les stratégies via son compte. N'hésitez pas à aller le suivre. Et enfin, je termine les réels de la semaine avec un placement caché. Alors encore une fois, rangez vos fourches. Effectivement, je vais parler de NDLA. NDLA a lancé son premier événement en rapport avec sa marque Milia Matcha, qui était un dîner pour le lancement de son fameux matcha cerise. Alors ici, je ne vais pas vous parler du matcha cerise, mais plutôt du dîner en question. On a vu beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses venir. Cindy Jules, Sullivan Gwed, Maya Dorab, Style Tonic, Andy elle-même. J'ai aussi vu Zoé. Et dans certaines stories, il y a des personnes qui ont écrit invitation sur un seul slide. Il y en a qui n'en ont pas écrit du tout. Il y en a qui l'ont écrit quand ça leur chantait. Et tout simplement, ce n'est pas quelque chose qui est légal. Je le rappelle, quand on est dans un dîner d'influence, qu'on est là pour promouvoir donc une marque, et c'était le cas ici, quand on est là pour promouvoir, oui, un produit qui va sortir, invitation doit être écrite sur toutes les slides. Et ceci concerne également Andy qui devait mettre publicité pour sa propre marque. C'est le placement caché que j'ai vu cette semaine. Ne m'en voulez pas si vous êtes fan de NDLA. Je ne fais que mon travail. Regardez le magnéto que j'ai pris.
En tout cas, je tiens quand même à préciser d'un autre côté que c'est absolument remarquable de voir une si jeune femme et une si jeune entreprise arriver à créer son propre événement en si peu de temps. Honnêtement, je pense pas que ça soit donné à tout le monde et on peut dire ce qu'on veut sur ce que je penserais de NDLA, mais en tout cas, je trouve quand même que c'est remarquable. Après, pour tout ce qui va être match à cerise, vous connaissez déjà mon avis. Voilà tout le monde pour les réels de la semaine cette semaine. Je vous ai dit, l'émission va être courte, je pense qu'elle va durer une petite demi-heure. On va passer au tour de l'influence qui est concocté plutôt, de 4 actualités, 4 gros dossiers. Je vais vous raconter tout ça. La plupart des informations ont été prises sur le média Les gens d'Internet. Ils ont fait un travail remarquable cette semaine et comme je vous l'ai dit, il ne s'est pas passé grand chose, donc je me suis plutôt basé sur leurs médias. N'oubliez pas encore une fois de liker et vous abonner si c'est toujours pas fait, que mon contenu vous intéresse. C'est parti, jingle, le tour de l'influence. Je commence donc par vous parler de Mr V. La dernière fois où on parlait de Mr V, c'était pas forcément pour quelque chose de positif. Aussi, ici, je vous parle de lui pour quelque chose d'un petit peu plus positif que le concerne. Mr V, de son vrai nom Yvick, fait parler de lui en devenant partenaire officiel du club de football Grenoble Foot 38 grâce à sa marque de pizza, les pizzas della Mama. D'ailleurs, à aparté, j'en avais déjà goûté et franchement, elles sont pépites, je trouve, pour des pizzas surgelées. On voit ici que la passion et l'authenticité sont au cœur de la création de contenu sur les réseaux sociaux, étant donné qu'il a toujours été passionné de foot. C'est vrai que le média Les gens d'Internet le disent et c'est le cas. On voit beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses lancer leur business, leur marque. Ici, ils citent Lena Situation avec Hotel Mafouf, Enjoy Phoenix avec Leaves and Clouds. Et ici, on a Mr V qui lui ne lance pas sa propre marque, il ne lance pas sa propre entreprise, mais il noue un partenariat avec une marque déjà établie pour aller plus loin dans son côté passion. Mr V est un grand amateur de sport, il l'a souvent montré dans ses vidéos où il montre du basket et du football. D'ailleurs, rappelez-vous, il s'est même hissé jusqu'au GP Explorer, mais aujourd'hui, il franchit une nouvelle étape seul entre guillemets, c'est-à-dire pas en collaboration avec d'autres influenceurs. Il a donc eu ce partenariat officiel avec Grenoble Foot 38 et il faut savoir qu'auparavant, il avait déjà eu un partenariat avec une équipe de basket, Paris Basketball. Ce partenariat ne se limite pas à un simple accord commercial. Pour Mr V ou Yvick, le nom de la pizza della Mama sera sur le nouveau maillot du Grenoble Foot 38. Il dit que c'est un rêve de gosse, c'est ce qu'il avait écrit dans une story Instagram. Yvick, il faut savoir qu'il est originaire de Grenoble. Il a passé de nombreux moments à ce stade pour encourager son équipe favorite durant son enfance. Donc pour lui, on est vraiment sur un rêve qui devient réalité. Le club a également dit dans une publication que ce partenariat semblait déjà être écrit dans le passé et dans le destin, n'imaginant, je cite, personne d'autre pour incarner ce partenariat de cœur. Pour célébrer tout ça, un réel a été réalisé. On voit le nouveau maillot de Grenoble Foot 38 descendre du ciel dans une boîte à pizza métallique. La pizza della Mama figure fièrement sur les manches et à l'arrière de ces maillots de la saison 2024-2025, ce qui montre donc ce partenariat. Je vous laisse regarder. Alors pour réagir, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout fan de foot, j'y connais rien. Par contre, tout ce que je vois, c'est que effectivement ici, on arrive à mêler une passion avec une collaboration et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le milieu de l'influence, milieu où on demande justement de plus en plus d'authenticité. C'est-à-dire que par exemple, si on voit quelqu'un, je sais pas moi, qui est passionné de food, on veut s'attendre à ce que ces partenariats soient autour de la food. C'est vrai qu'il y a des années, on voyait des influenceurs, des créateurs et des créatrices avoir des partenariats qui n'étaient pas forcément avec des
des choses qui les concernaient. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, il ne faut pas aussi tout mélanger. Je pense ici à Marie Enjoy Phoenix qui se fait souvent tacler d'aller à des festivals de métal ou d'aller à des événements de jeux vidéo en disant que mais attends, c'est une influenceuse beauté. Marie n'est pas une influenceuse beauté et elle a plusieurs centres d'intérêt bien établis qu'elle met en avant sur ses réseaux sociaux. Et par conséquent, ici, effectivement, moi personnellement, ça me choque pas. Mais je sais pas si on prend par exemple, je vais prendre Alix Grousset qui adore faire de la food et des interviews. Je la verrai pas du tout faire une collaboration pour du football. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut de plus en plus d'authenticité par rapport aux créateurs de contenu et je trouve qu'ici, c'est réussi. Bravo Mister V. J'ai vu ça sur le média Les gens d'internet également et j'ai trouvé ça intéressant parce que de base je voulais vous le mettre dans les réels de la semaine concernant Stell qui a donc fait une nouvelle collaboration pour Noka Matcha et ils ont carrément fait un article sur l'entreprise Helico, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer un petit peu comment est-ce que les entreprises veulent mêler les influenceurs à leur travail justement pour réussir à toujours aller plus loin. On parle ici d'influence marketing qui se réinvente. Helico, une branche de e-commerce du groupe Blondel, vient de lancer sa première campagne d'influenceurs en mai avec une nouvelle approche. Ils sont accompagnés de l'agence OVS Agency et la campagne qu'ils ont fait vise à faire connaître les services d'Helico en exploitant les réseaux sociaux comme LinkedIn ou encore Instagram. Ils utilisent donc des influenceurs pour accroître la visibilité de leur marque, quelque chose qui est finalement une pratique courante, mais ici c'est assez intéressant en vue de la manière dont ils le font. La campagne Helico illustre parfaitement cette nouvelle tendance en combinant deux approches, les approches par rapport à LinkedIn et les approches par rapport aux réseaux sociaux classiques entre guillemets. Pour cette campagne, Helico a fait appel à 3 influenceurs, Barbara Haddad, Ben HTPS et Stell. Chaque influenceuse apporte une dimension unique pour toucher les professionnels et les consommateurs. Je cite ce que les gens d'internet ont répertorié. Barbara Haddad, journaliste marketing et créatrice de contenu, elle a fait une vidéo immersive tournée dans les entrepôts d'Helico à Dijon où elle montre le parcours complet d'un colis de la commande à la livraison. Cette vidéo a été diffusée sur LinkedIn où la personne compte 11 000 abonnés et elle vise à convaincre les entreprises de faire appel aux services logistiques d'Helico. Ben HTPS et Stell, eux, mettent en avant leur propre marque. Ben HTPS a une boutique qui s'appelle La Box sur demande, spécialisée dans les produits dérivés d'Harry Potter. Estelle, on est sur Noka Matcha, où elle partage ses expériences avec Helico. Sur Instagram, les deux montrent comment Helico gère le stockage, la préparation des commandes, etc. etc. Quelque chose qui est assez novateur justement et qui nous montre l'envers du décor et qui peut donner envie de vouloir entreprendre. On a des contenus supplémentaires qui seraient donc prévus pour YouTube et TikTok pour dévoiler davantage de contenu par rapport à Helico. Personnellement, il me semble avoir vu quelque chose dans un des derniers vlogs de Stell, mais vous allez voir, j'ai un réel aussi à vous passer. Cette campagne s'étend donc de mars 2024 à octobre et s'adresse aux startups dans le domaine de l'e-commerce pour rester dans la ligne directrice. Mais l'objectif de tout ça, en fait, c'est d'illustrer concrètement le savoir-faire de l'entreprise Helico, tout en générant de la visibilité auprès d'un public plus large et plus diversifié. Personnellement, je ne savais pas du tout comment ça se passait par rapport aux entrepôts et aux commandes, et en voyant le contenu de Stell, étant un consommateur de Noka Matcha, je sais exactement du coup maintenant comment ça se passe. Et je trouve que d'un côté consommateur, c'est assez passionnant et ça donne aussi beaucoup plus de confiance envers la marque. Je vous laisse avec le réel de Stell. Mélanie vient de passer une commande de 83 € sur Noka Matcha, donc on la prépare ensemble. Au lancement de Noka Matcha, j'ai tout de suite réalisé l'ampleur que ça représentait de s'occuper seule de toutes les commandes. Donc j'ai décidé de me tourner vers un entrepôt et aujourd'hui c'est Helico qui s'occupe de préparer toutes vos commandes. Si j'ai décidé de travailler avec eux, c'est parce qu'ils ont su répondre à toutes mes exigences, donc un local à température dirigée réservé pour Noka qui ne monte jamais au-dessus de 19 degrés pour que le matcha soit conservé dans des conditions optimales, la certification biologique et la rapidité des expéditions. Ce qui fait notre force, c'est la rapidité, la fiabilité et l'efficacité de notre plateforme logistique puisqu'en effet la commande de Mélanie sera expédiée le jour même. Helico a d'ailleurs un portail qui nous aide à avoir la main sur l'aspect logistique facilement et qui nous aide à piloter l'activité. L'unboxing fait également partie de l'expérience client. Helico veille donc à ce que Mélanie reçoive son matcha bien protégé et dans un colis joliment présenté. Cette initiative, je pense, et comme le pense le média Gens d'Internet d'après ce que j'ai lu, pourrait en fait vraiment s'inscrire dans le marketing d'influence. C'est-à-dire qu'on pourrait voir de plus en plus de backstage d'entreprises se mettre en avant
via des influenceurs pour donner envie, que ça soit aux marques, aux entreprises ou aux consommateurs, de joindre en fait soit la marque, soit l'entreprise en question, etc., etc. Et je pense que c'est assez novateur et qu'on va pouvoir tourner vers ça dans le futur. Avant-dernière actualité du Tour de l'influence, je vous parle de l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, qui a tenu sa 2e assemblée générale, marquant un moment important pour cette organisation qui a été créée il y a 1 an. Je vous rappelle que depuis sa fondation, l'UMIC n'a cessé de croître, attirant de plus en plus de créateurs de contenu et des agences, atteignant près de 200 adhérents selon leur récente publication sur LinkedIn. Je rappelle aussi que l'UMIC a pour but d'encadrer le milieu de l'influence, d'essayer de mieux faire comprendre les choses, que ce soit aux créateurs de contenu, aux agences et même aux particuliers. Et je trouve que c'est quand même incroyable ce qui a été fait. Cette assemblée générale s'est tenue le 4 juillet et ça a été l'occasion de faire un bilan des avancées pour ce premier semestre. Le PDG de l'agence de Follow a représenté de nombreuses initiatives menées par l'UMIC dans plusieurs domaines. Je cite ce qui a été mis en avant. 1. Fiscalité et régulation. L'UMIC a travaillé sur la clarification des règles fiscales pour les créateurs de contenu, en particulier concernant le gifting et les cadeaux offerts par les marques. 2. Formation et éducation. De nouvelles formations axées sur le cadre légal de l'influence ont été lancées pour aider les créateurs à naviguer dans un environnement de plus en plus réglementé. Quelque chose qui est très bien selon moi. 3. Portail de gestion et outils pratiques. En partenariat avec Meta, l'UMIC a développé un portail de gestion de compte et des modèles de contrats prêts à l'emploi pour simplifier les démarches administratives des créateurs et des agences. Comme vous le voyez, on est vraiment sur l'envie de faire mieux en fait et de faire bien les choses. 4. Comité de conciliation. Un comité de conciliation a été mis en place pour résoudre les conflits professionnels de manière amiable, évitant ainsi des procédures judiciaires coûteuses et prolongées. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans ce milieu, même si beaucoup n'en parlent pas, on peut avoir beaucoup de problèmes, que ce soit par rapport à des marques, par rapport à des agences, à des retards de paiement, à des machins et à des bidules. Et c'est vrai que parfois, on peut être sur des démarches très longues et coûteuses pour se faire entendre. Et ici, apparemment, le but serait donc de réduire ses temps et réduire ses coûts. Enfin, 5. Comité de l'éthique. La création d'un comité d'éthique a été un des projets phares visant à guider les décisions sur des sujets sensibles, notamment l'exposition des mineurs sur les réseaux sociaux. Vous le savez, c'est un point qui pour moi est fondamental. C'est un petit peu un de mes combats dans mon travail de faire attention par rapport aux enfants sur les réseaux sociaux, par rapport aux mineurs et aussi par rapport aux bébés. J'en parle très souvent et ici je suis content de voir que l'UMIC aussi en fait leur combat. Ce n'est pas tout, ils ont également mis l'accent sur la sécurité des influenceurs en prenant des mesures pour lutter contre le cyberharcèlement, en répondant à des besoins spécifiques également en matière de santé, des actions qui visent à créer un environnement plus sûr et plus soutenant pour tous les acteurs de l'influence. Donc pas que les influenceurs, mais aussi les personnes qui consomment le contenu. Lors de l'assemblée, la CIO de Banijay France, Alexia Laroche-Joubert, a animé une masterclass centrée sur les synergies entre les productions audiovisuelles et la créativité des créateurs de contenu. Ça avait l'air super intéressant. Pendant plus d'1 heure, elle a exploré comment la puissance des productions télé pouvait être mise au service des créateurs pour enrichir leur contenu et toucher une audience plus large. Donc on était vraiment sur comment est-ce que la télé et internet font leur contenu et comment est-ce que l'un pourrait aider l'autre. Florie Baudin, membre du COMEX UMIC et créatrice de contenu, a souligné l'importance de cette fédération, disant sur LinkedIn, je cite, « Cette fédération est plus grande que pour nous et nos enjeux individuels de croissance. Elle survivra à toutes nos entreprises. C'est un projet engagé qui a du sens. » Cette vision illustre donc l'engagement collectif et la volonté de l'UMIC de poursuivre ses actions pour structurer et professionnaliser le milieu de l'influence et de la création de contenu. La deuxième assemblée de l'UMIC a donc mis en lumière les nombreuses avancées et grâce à ses initiatives en termes d'information, l'UMIC s'affirme comme un acteur clé dans le paysage de l'influence. J'ai également vu dans le dernier weekly vlog de Marie qu'elle a fait un petit point dessus et qu'elle a été présente justement parce qu'elle est adhérente de l'UMIC. Il me semble même qu'elle est plus haute que ça, si je dis pas de bêtises. Elle le dira mieux que moi, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas elle avait réagi à ça dans son dernier vlog que j'ai visionné tout à l'heure, donc je vous laisse avec un petit magnéto. Ce matin j'étais donc à l'assemblée générale de l'UMIC. Vous savez, c'est comme l'UMIC est une association
association à but non lucratif, il y a une assemblée générale obligatoire tous les ans et comme je fais partie du comité exécutif, bah du coup je suis tenue dans l'obligation d'y aller. C'était très intéressant, on a fait un petit peu le bilan de l'UMIC sur cette année, les avancées, ce qui a été fait, ce qui est en cours, ce qui sera fait, on l'espère, dans les prochains mois, prochaines années. On a eu aussi l'intervention de Alexia Laroche-Joubert et c'était intéressant d'avoir son point de vue sur notamment la concurrence entre ce qu'on pouvait voir à la télé, ce qu'on pouvait voir sur internet, mais aussi comment ça pouvait être complémentaire. Alors j'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle disait, mais elle avait une vision hyper intéressante, notamment sur la place de la femme dans l'entrepreneuriat et sur la manière aussi dont parfois c'est très difficile de conjuguer vie de famille et vie d'entrepreneur et vie de surtout vie professionnelle de manière générale. Elle avait un point de vue assez tranché là-dessus et j'ai trouvé que c'était hyper courageux de le dire parce que il y a beaucoup de gens, je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilisation en fait envers les femmes qui ont envie en fait d'avoir une vie professionnelle hyper épanouie et surtout très dense, et on a beaucoup cette culpabilisation de ok, c'est bien d'avoir un super taf, c'est bien de vivre pour son boulot et tout, mais quid de la famille, quid des enfants, parce que vous comprenez, genre la femme doit aussi être une mère. Et en fait elle a eu le culot de dire devant toute une assemblée générale que elle en fait elle avait eu des nannies pour ses enfants, pour ses 2 filles. Vous savez, les nannies c'est des femmes en fait, ou des hommes d'ailleurs, qui s'occupent à plein temps de vos enfants quand soit vous avez pas le temps, soit vous avez une vie professionnelle extrêmement chargée, soit vous avez beaucoup de sous et vous avez la flemme de vous occuper de vos gosses, parce que ça arrive aussi. Et elle en fait elle a reconnu que honnêtement conjuguer les deux, vie de famille, vie conjugale et vie professionnelle, c'était souvent impossible, surtout quand on a une vie comme la sienne. Et j'ai trouvé que c'était très déculpabilisant en fait d'entendre ce genre de discours pour quelqu'un comme moi qui travaille énormément et qui est dans mon entourage proche des femmes entrepreneurs et qui font passer leur boulot avant tout le reste. Moi ça m'a aidé à prendre du recul et ça m'a beaucoup fait déculpabiliser à ce sujet-là, et j'ai trouvé que c'était un très beau discours. Alors là-dessus j'étais d'accord avec elle, sur d'autres choses j'étais moins d'accord, mais c'était néanmoins très intéressant, donc j'ai apprécié cet échange et je voulais vous partager ça parce que moi je partage cette vision-là de l'entrepreneuriat quand t'es une femme. Honnêtement, si vous êtes créateur ou créatrice de contenu et que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ce milieu, n'hésitez pas à adhérer à l'UMIC, ça pourrait grandement vous aider. Je vous en ai fait une big enquête hier sur YouTube, mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent uniquement les émissions, donc je vous fais un petit point par rapport à Poupette Kenza, influenceuse qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. Influenceuse qui est connue sous le pseudonyme de Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif, se retrouve aujourd'hui au cœur de l'actualité pour des raisons assez sombres. Elle a été mise en examen le dimanche 7 juillet 2024 pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle a été arrêtée après une plainte qui date du 23 février 2024 d'un couple qui a fait l'objet de diverses surveillances physiques, implantation de mini-caméras aux abords de leur domicile, balises GPS placées sur leur véhicule et qui a été physiquement menacé par un homme qui aurait été commandité par l'influenceuse Poupette Kenza. La police nationale de Rouen a réussi à retrouver l'auteur présumé des faits alors que ce dernier se rendait au rendez-vous prévu pour la remise de la somme d'argent et il portait une grenade sur lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a été placé en garde à vue et il a avoué avoir contacté les victimes pour, je cite, régler un contentieux financier qui les opposait à une influenceuse actuellement en résidence à Dubaï. Poupette Kenza était à Dubaï, mais elle a décidé de revenir en France pour assister à un mariage et à la frontière belge, elle s'est faite incarcérer. Les enquêteurs soupçonnent Kenza et son compagnon d'avoir orchestré les menaces pour régler un litige avec la femme du couple avec qui elle fut autrefois très proche. Il faut savoir que le même jour de l'agression, Poupette avait publié une story sur Snapchat dans laquelle elle évoquait longuement la trahison d'une ancienne amie. Le Parisien a contacté l'avocat de Poupette et il a dit que sa cliente conteste fermement toute tentative d'extorsion, qu'elle ne savait rien des méthodes de cet homme qui lui a été présenté par un intermédiaire et qui lui promettait de régler son différend financier avec rapidité, professionnalisme et sans aucune menace physique, sans quoi elle n'aurait pas accepté. À l'heure actuelle, il me semble que Alan, son mari, est toujours à Dubaï, mais si celui-ci met un pied en France, il sera aussi arrêté. Au moment où je vous parle, je n'ai pas de nouvelles de ça. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, je vous ai fait une vidéo de 20 minutes qui est sortie directement hier sur ma chaîne YouTube. Ici, c'était pour faire un petit point pour les personnes qui aiment simplement regarder MTTI. Mais cette histoire fait quand même froid dans le dos et Poupette Kenza devrait donc, on lui devrait, je crois, 350 000 € et elle aurait voulu les récupérer de cette manière. Je vous laisse regarder quand Poupette Kenza parlait justement du fait que quelqu'un l'avait trahi et lui avait volé 350 000 €. Écoutez, je vous tiendrai au courant des news, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper.
Je termine le tour de l'influence avec un petit peu de politique. Ça sera le seul moment dans cette émission où on parle politique. Je vous parle des influenceurs qui ont réagi au vote. Mes informations ont été prises sur BFM TV. À l'issue des élections législatives, plusieurs influenceurs et youtubeurs se sont réjouis de la défaite du RN, Rassemblement National, et de la victoire du nouveau Front Populaire. On a eu pas mal de stories, un cœur avec des drapeaux français, 3 cœurs aux couleurs des drapeaux français. Je vous raconte tout, étant donné qu'à l'issue du second tour des élections législatives, des influenceurs et des youtubeurs ont partagé leur joie. Squeezie était engagé contre le RN. Il s'était engagé en juin dernier. Il avait publié un carrousel, je vous l'avais déjà mis en avant. Ici, il a publié un cœur et un drapeau français sur Instagram. Tout comme Mr V, qui avait d'ailleurs aussi réagi à ne pas voter pour l'extrême droite. Lena Situation, qui a plusieurs fois partagé sa prise de position politique, a elle publié 3 cœurs aux couleurs des drapeaux français. Outre ces personnalités, d'autres se sont aussi réjouis à l'issue des élections législatives. La youtubeuse Charlie Danger, j'espère que je dis bien, sinon c'est Danger, a écrit bravo à tous et à toutes, on l'a fait. Elle fait partie des centaines de streamers et streameuses ayant appelé pour le NFP, le nouveau Front Populaire. Le youtubeur Seb a aussi mis il y a des news qui donnent le smile. Et enfin, je voulais vous parler de Thibaut InShape qui a également réagi. Thibaut InShape s'est exprimé au sujet des élections législatives et ce n'était pas pour partager sa joie mais pour révéler son vote. Il dit que maintenant que les élections sont terminées, il sort du silence avec un tweet dans lequel il révèle son vote. C'est une prise de parole qui fait suite à de nombreux commentaires qu'il reçoit depuis plusieurs semaines. En effet, certains utilisateurs l'accusent de voter pour le RN et d'être raciste. Thibaut a affirmé avoir voté pour le parti d'Emmanuel Macron qui s'appelle Ensemble. Plus tard dans la soirée, le même jour de ce post, il s'exprime plus longuement dans une vidéo publiée sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts. Il dit « En tant que premier youtubeur de France, tout le monde voulait savoir pour qui j'allais voter et ma consigne de vote, mais je n'ai rien dit. C'est le devoir de chacun et de chacune de s'informer, de prendre ses responsabilités et de se forger sa propre opinion. » Thibaut InShape a voulu mettre les choses au clair parce qu'il en a eu marre de la pression et des commentaires insultants qui se basent sur d'anciennes publications sur Facebook. Il dit qu'il regrette ses propos et que si on estime que ce qu'il a pu dire ou qu'il a eu un comportement raciste depuis tout ce temps, les personnes auraient qu'à porter plainte contre lui. Marre de voir des personnes utiliser mon image à des fins politiques, c'est ce qu'il a dit. Il termine sa prise de parole en rappelant le but principal de son compte, motiver les abonnés à faire du sport. Il dit que pour lui, le sport et ses valeurs, les valeurs qu'il véhicule, surpassent complètement l'opinion politique des gens. C'est pas la première fois où il s'exprime par rapport aux législatives, il avait déjà fait après la lettre ouverte de Squeezie. Cette fois-ci, il voulait donner son avis même s'il l'a pas fait avant. Selon lui, ce n'est pas le rôle des influenceurs d'inciter leur communauté à voter pour tel ou tel parti, car le vote est un devoir, je cite, libre, personnel et anonyme. Il avait donc invité les utilisateurs à se renseigner sur chacun des partis et à voter en fonction de leur cœur et de leurs convictions. Je vous laisse écouter son message. Je vais boire un verre saveur larmes de facho et seum de Thibaut. Voilà le type de message que j'ai reçu hier soir suite aux élections législatives. Beaucoup trop de personnes sont persuadées de savoir pour qui je vote. Maintenant que les élections sont terminées, je peux vous dire pour qui j'ai voté sans vous influencer. J'ai voté Ensemble. En revanche, je ne me permettrai jamais de juger le vote de qui que ce soit. Vous êtes libre et responsable de vos votes. En tant que premier youtubeur de France, tout le monde voulait savoir pour qui j'allais voter. Et tout le monde souhaitait connaître ma consigne de vote. Mais je n'ai jamais rien dit car j'estime que je n'ai pas influencé le vote de qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. C'est le devoir de chacun et chacune de s'informer, de prendre ses responsabilités et de se forger sa propre opinion. Mais à force de recevoir des milliers de messages d'insultes me traitant de raciste et de facho, simplement parce que j'ai décidé d'afficher le drapeau français dans ma salle de sport. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de rien dire. Le drapeau français n'est ni synonyme de racisme ou de fascisme. Et ce, qu'importe les opinions politiques de chacun. Une fois que les élections étaient terminées, si je vous ai dit pour qui j'avais voté, c'est que j'en avais marre de me faire traiter de raciste et de facho. Les gens qui pensent ça de moi se basent sur des statuts Facebook que j'ai écrits en 2009 suite à mon agression et en 2012 pour de l'humour noir inapproprié, je le reconnais. Je me suis déjà excusé et je continuerai de m'excuser si nécessaire auprès des personnes que j'ai pu blesser. Je regrette ces propos que j'ai tenus en 2009 et en 2012. Maintenant, on est en 2024. Prouvez-moi et trouvez un seul propos raciste que j'ai pu tenir ces 13 dernières années. Parce que les gens me traitent de raciste mais ils n'ont jamais rien de concret. Donc si vous estimez que j'ai pu dire ou avoir un comportement raciste depuis tout ce temps, portez plainte contre moi et prouvez que je suis raciste, que je puisse être enfin condamné. Et surtout, j'en ai marre de voir chaque jour des personnes utiliser mon image à des fins politiques. Beaucoup fantasment sur des idées extrêmes que je pourrais avoir alors que c'est pas du tout les miennes. C'est à cause de tout ça que j'ai dévoilé mes opinions
opinions politiques. Quitte à être politisé, autant que ce soit en accord avec mes idées, que ce soit moi qui vous le dise. Alors oui, mes idées sont plutôt à droite, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes les idées de la droite. Et ça ne veut pas dire non plus que je partage pas certaines idées de la gauche. N'oubliez pas que les êtres humains sont des personnes complexes et nuancées. Personne ne peut prétendre être en accord avec toutes les idées politiques du parti pour lequel il vote. Et je le précise encore une fois, je ne me permettrai jamais d'influencer ou de juger le vote de qui que ce soit. On a tous des combats différents. Pour certains, c'est la sécurité, pour d'autres, c'est le pouvoir d'achat ou même l'écologie. Donc j'aimerais que les gens fassent de même et ne jugent pas mon vote. La seule chose qui m'importe le plus, c'est de vous motiver à pratiquer une activité physique et vous aider à avoir une bonne santé physique et mentale le plus longtemps possible. Et je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, le sport et les valeurs qu'il véhicule surpassent complètement l'opinion politique des gens. Le sport a cette faculté de mélanger toutes les communautés, toutes les couleurs, toutes les religions, tous les avis politiques, tous les genres, toutes les orientations sexuelles, tous les âges et tous les handicaps. Le sport nous apprend des valeurs de partage, d'entraide, de communication, d'écoute, de dépassement de soi et surtout de respect. Je pourrais passer des heures à vous parler de tous les effets positifs du sport, mais vous avez compris l'idée. Et je suis sûr que si tout le monde pratiquait une activité physique, le monde se porterait sûrement beaucoup mieux. Sur ce, belle journée et allez vous entraîner. Je voulais à tout prix vous en parler et terminer là-dessus le tour de l'influence, tout simplement parce que j'ai vraiment suivi toute cette affaire de politique et influenceurs et pour moi ici on était sur la fin. D'ailleurs j'en profite aussi pour dire que j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu critiquer celles et ceux qui ont uniquement pris la parole après que les votes soient sortis et soient publics. Il y en a beaucoup qui ont dit que ça servait à rien d'être influenceur et de parler une fois que c'était fini et qu'il fallait le faire avant. Encore une fois, moi je pense qu'un influenceur peut effectivement utiliser sa voix pour parler politique et pour pas forcément dire quoi voter, mais pour se faire rendre compte que certains partis se cachent derrière des belles paroles, etc., etc. Et aussi, on en a d'autres qui n'ont pas forcément envie de parler, mais c'est aussi leur droit. Donc finalement, je pense qu'il faudrait juste arrêter de taper sur les influenceurs et aller suivre les comptes qui nous intéressent. Et on sait que certains comptes peuvent en parler, d'autres ne le feront pas. Donc voilà. Mais en tout cas, Thibaut a enfin pris la parole. Je trouve que c'était assez intéressant de vous le dire, étant donné que j'ai tout suivi. Voilà tout le monde pour le tour de l'influence. On va passer au seul compte à découvrir et aux 3 vidéos de la semaine. Comme compte à découvrir cette semaine, je voulais mettre en avant la chaîne YouTube de mon petit ami. Et oui, un gars banal, Elliot. J'avais très envie de mettre sa chaîne en avant cette semaine parce qu'il fait des vlogs et je sais que vous êtes nombreux à apprécier mes vlogs. Je pense que vous pourrez aussi apprécier les siens. Je vous le mets en avant tout simplement parce qu'il a 2 doigts d'être monétisé. Il lui manque 250 heures de visionnage, je crois. Il a le nombre d'abonnés qu'il faut. C'est juste au niveau des heures de visionnage. Donc si jamais vous voulez donner un coup de boost, je vous mettrai un de ses vlogs dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller visionner ses vlogs. Si jamais vous en avez envie, je ne vous force pas la main. Ça pourrait l'aider à atteindre la monétisation. Il se tue vraiment à la tâche pour ses vlogs, c'est quelque chose qui le passionne énormément et je pense qu'il serait content s'il arrive à être monétisé. Je vous laisse avec un extrait et je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Au niveau des vidéos à découvrir, je commence avec Enjoy Phoenix et non, je vous parle pas de son dernier weekly vlog, mais de sa dernière vidéo sur sa chaîne principale. Enjoy Phoenix est de retour avec du paranormal, ça m'avait trop manqué et elle raconte les histoires de ses abonnés. Cette vidéo fait assez flipper si vous êtes friand de paranormal et c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Je vous laisse avec un magnéto, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos également. Donna est originaire de l'île de la Réunion. Une terre pleine de magie, pleine d'histoires, avec différentes cultures qui, pour beaucoup, ont des liens avec le paranormal. Pour contextualiser, Donna est issue de différentes cultures, un métissage magnifique entre l'Inde, la Chine et Madagascar. Elle est également issue d'une lignée complète de passeuses d'âmes, barreuses de feu ou encore médiums. Quand elle est arrivée en métropole pour ses études il y a 2 ans, elle a tout quitté et elle est arrivée ici, seule. On parlait de Stell tout à l'heure, j'en reparle ici, sa dernière vidéo m'a fait beaucoup sourire, je l'ai beaucoup appréciée. Elle teste des nouveautés food, des nouveautés qu'elle trouve un petit peu dans les supermarchés et je trouve que c'était intéressant justement d'avoir l'avis de quelqu'un qui adore la food en plus avant d'aller faire ses courses parce qu'on va pas se mentir, tout devient de plus en plus cher, donc avoir des influenceurs qui testent pour nous, je trouve que c'est pas mal. J'ai adoré cette vidéo, un vrai air frais sur YouTube, je vous laisse regarder. On va tester des trucs food un peu nouveaux, un peu gras, un peu sucrés, un peu salés comme
je les aime. Voilà, vous connaissez mes goûts. Vous savez que j'aime beaucoup manger Elsie, mais j'aime aussi manger un peu de la malbouffe de temps en temps. Hein, on se fait plaisir, voilà. Donc, je vais me préparer un petit matcha avant d'y aller et ensuite on va aller faire les courses. Ah putain, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que franchement, j'avais vu passer ce concept pas mal de fois sur YouTube et je m'étais dit, j'ai bien envie d'essayer. Et ben ce jour est arrivé. Et enfin, pour une grosse production, je vous parle de Amixem et de sa fameuse vidéo avec les sosies. Il me semble qu'il avait déjà fait une première édition. Ici, c'est une deuxième édition et je trouve ce concept incroyable. Alors, je pense sincèrement qu'il a dû vraiment galérer à créer ce concept, ou alors peut-être qu'il connaît plein de sosies, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est incroyable comme concept et c'est vraiment une bonne production de divertissement si c'est ce que vous aimez regarder sur YouTube. Personnellement, ça m'arrive d'apprécier ça et pour le coup, j'ai vraiment aimé cette vidéo. Je vous laisse avec un extrait. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue dans l'épisode 2 de On juge 50 sosies, c'est-à-dire que un à un des gens vont se présenter sur notre droite et on va les classer physiquement dans une tier list qui est derrière nous. Qu'on vous présente juste après. Bien sûr. On a adoré le premier épisode. C'était génial. C'était incroyable avec Kev Adams. Je vous dis, refaites-le chez vous. Galère. Dur. Si vous avez une tante et un oncle à un repas de Noël qui ressemble vaguement à un personnage politique, ça peut être sympa, mais vous n'irez pas plus loin. Vous allez jouer 3 fois. Ouais, voilà. Alors on va le faire. Sachez que là, on a vraiment step up le concept, puisqu'il y a des gens qui viennent de l'étranger. Donc il y a certainement des photocopies humaines qui vont se présenter à nous. Donc on a très hâte de voir ça. Et en plus, on accueille un invité. Pas n'importe qui. Et on garde le suspense, même si c'est marqué dans le titre. Alban Ivanov. Voilà, il pour a ceux dit, qui savent pas lire. C'est ouf. Voilà tout le monde pour les vidéos de la semaine et également pour les comptes à découvrir. N'oubliez pas de m'identifier dans des comptes que vous voulez voir être mis en avant sur MTTI ou de m'envoyer des vidéos que vous avez appréciées que je pourrais découvrir, comme Sirgisby la semaine dernière. C'est vrai que je l'avais pas vue, vous me l'avez envoyée et j'étais très content de vous la faire découvrir, sachant que vous avez été nombreux à aller la regarder d'après ce que vous m'avez dit. Donc n'hésitez pas à venir me taguer dans des comptes ou peu importe si vous voulez que je fasse découvrir à la communauté des contenus ou des influenceurs. Voilà tout le monde pour MTTI cette semaine. Je vous ai prévenu, l'émission est beaucoup plus courte que d'habitude. Elle n'a pas atteint 1 heure, je pense qu'elle a atteint une petite demi-heure. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide énormément pour mon contenu. Je pense que vous êtes pour la plupart en vacances, donc je vous souhaite de très bonnes vacances. On se retrouve fin de semaine pour une nouvelle enquête ou dimanche pour ma grande émission télé-réalité et people. Ça bouge bas, je serai là tout l'été. Bye guys, love you.